Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Nous sommes en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Réveil difficile ce matin puisqu'on l'a appris. Elle s'appelait Tsela Gez. Elle était résidente de Brooklyn en Samarie, mère de 3 enfants. Elle a été assassinée par des terroristes, Pascal. Oui, fusil terroriste hier soir en Samarie contre une voiture israélienne près de Brooklyn. À bord, un couple en route pour la maternité où la jeune femme allait accoucher. Elle a été grièvement blessée. Son mari, moins gravement atteint, a pu appeler les secours. Les médecins ont réussi à faire accoucher la mère par césarienne. Le bébé est en vie, mais en soins intensifs. Sa mère, elle, vient donc de décéder. Les terroristes qui ont pris la fuite en voiture sont toujours activement recherchés. Benjamin Netanyahou a dénoncé un attentat odieux contre le jeune couple dont la femme s'apprêtait à donner la vie. La victime a donc été identifiée. C'est la Gez, 30 ans, de l'implantation de Brooklyn en Samarie, mère de 3 enfants. Le Hamas a revendiqué l'attentat. Alors il faut parler de ce qui se passe quand même en Samarie depuis quelques jours. On sent que la tension quand même est montée d'un cran. Jet de pierre contre des voitures, désormais tir contre des voitures directement. Qu'est-ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois, Pascal ? Et en fait, c'est toujours la même situation, c'est-à-dire que depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre, le Hamas essaye aussi d'ouvrir un second front en Judée-Samarie contre Israël. Et les forces de sécurité israéliennes entreprennent régulièrement des opérations pour démanteler des réseaux terroristes, saisir des armes, démanteler des infrastructures terroristes. On l'a vu encore cette semaine avec un laboratoire d'explosifs qui a été détruit à Toul-Karem avec plus de 200 engins explosifs prêts à être utilisés. Des opérations donc dans le nord de la Samarie, également dans le sud, en Judée. Donc une traque permanente des forces de sécurité israéliennes avec plus de 2 brigades de Tsahal déployées dans les territoires, y compris sur les routes. Mais malheureusement, on le voit, un dispositif encore insuffisant pour enrayer des attentats comme la tragique attaque donc, qui a coûté la vie à Tsela Gez la nuit dernière. Et donc, vous l'avez dit, une chasse à l'homme a été lancée véritablement. Le village palestinien à côté a été complètement bouclé, Pascal. Plusieurs villages palestiniens aux alentours ont été encerclés par les forces de sécurité. Il y a aussi maintenant, évidemment, un travail de renseignement qui se met en place pour trouver les complices, essayer de remonter évidemment la filière jusqu'aux auteurs de l'attentat, ce à quoi Tsahal et le Shin Bet sont évidemment habitués et procèdent avec efficacité. Alors le reste de l'actualité sur le terrain également, il y a encore ces opérations qui se poursuivent dans la bande de Gaza. Tsahal qui a lancé de nouvelles frappes israéliennes hier près de l'hôpital européen de Khan Younes, c'est ça ? Oui, toujours des frappes en réalité pour empêcher les terroristes du Hamas de s'approcher de ce qui reste du bunker qui a été visé avant-hier par l'aviation de Tsahal pour tenter d'y éliminer le chef du Hamas, Mohamed Sinwar. On ne sait toujours pas si Mohamed Sinwar a bien péri dans l'attaque. On estime d'ailleurs que s'il était à l'intérieur, il aurait été probablement aussi en compagnie d'autres cadres du Hamas, notamment Mohamed Chabaneh, qui est le chef de l'organisation, disons de la partie militaire de l'organisation pour le sud de la bande de Gaza, aussi du porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Obeida, donc des personnages clés dans l'organigramme du Hamas, qui supposément peuvent avoir donc péri dans l'attaque avant-hier de Tsahal contre le bunker de l'hôpital européen à Khan Younes. On parle aussi évidemment de la situation des otages après la libération d'Idan Alexander. On a vu que beaucoup d'otages désormais parlent plus directement peut-être à Benjamin Netanyahou. Ils se sont adressés d'ailleurs hier dans une lettre au Premier ministre. Pascal, qu'est-ce qu'ils demandent justement au numéro 1 israélien ? Toutes sortes de tentatives à la fois diplomatiques, publiques, de communication pour faire pression sur le chef du gouvernement israélien afin qu'il accepte l'accord, la nouvelle proposition d'accord élaborée par l'émissaire du président Trump, Steve Witkoff, de négocier la libération de la totalité des otages en échange de la fin de la guerre.
On sait que pour l'instant, ça n'est pas la position du gouvernement israélien, qui privilégie plutôt un accord partiel avec une poursuite de la trêve pour ne pas abandonner l'ensemble des objectifs fixés dès le début de la guerre, à savoir l'élimination aussi définitive d'un point de vue politique et militaire du Hamas. Mais les familles des otages, donc maintenant, essayent aussi bien vis-à-vis de l'administration américaine que par exemple aussi de la délégation dirigée par le président allemand Steinmeier, qui se trouve en ce moment en Israël, par tous les moyens de parvenir jusqu'à Benjamin Netanyahou pour lui demander donc d'aboutir à un accord global pour la libération des 58 otages, toujours otages à Gaza. D'ailleurs, vous parlez du président allemand. Il s'est rendu hier au kibbutz Be'eri aux côtés de son homologue israélien. Oui, c'est d'ailleurs la deuxième visite des dirigeants allemands qui s'étaient rendus aussi dans les kibbutz de l'ouest du Negev dès le lendemain du 7 octobre. Il y a aussi d'ailleurs des ressortissants, disons des binationaux israélo-allemands parmi les otages. Donc là aussi une sensibilité particulière de l'Allemagne à cette tragédie. Alors on va rester sur la scène diplomatique. Évidemment, on en parle depuis déjà quelques jours. Ce voyage très commenté de Donald Trump dans le Golfe, en Arabie Saoudite. Il a fait escale hier également au Qatar. Qu'est-ce qu'on en dit en Israël de ce voyage, des derniers pourparlers peut-être avec les Arabes de la région? On voit évidemment du côté d'Israël d'abord une sorte de front commun américano-arabe qui se met en place pour, disons, faire pression sur Israël en vue de la fin de la guerre à Gaza. C'est un des éléments. De l'autre côté, on voit aussi ce rapprochement par des accords commerciaux qui était d'ailleurs l'objectif principal de Donald Trump en se rendant dans les pays du Golfe Persique, sur des milliards de dollars qui seront injectés dans l'économie américaine, des marchés d'armement également signés avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, et qui évidemment pose aussi en Israël la question du maintien de sa supériorité qualitative militaire, qui est un des points fondamentaux de son alliance stratégique avec les États-Unis. Également ce rapprochement entre Donald Trump et le nouveau dirigeant syrien, Ahmed Acharé, qu'il a rencontré hier, et à qui il a donc annoncé la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Eh bien, merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Merci pour ces informations. On continuera à suivre évidemment les derniers développements en Israël. L'information principale de cette journée, c'est la mort de cette femme israélienne. C'est la Guez. Elle a été assassinée. Son bébé a été sauvé in extremis. On va en parler tout au long de cette édition. Vous restez avec nous. Tout de suite, l'essentiel de l'info avec Eva Soto.